Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo consacrée à deux parties, la partie macro analyse indice, dans la première partie, celle qu'on va faire maintenant, et une deuxième partie sur les actions. Et cette semaine, je pense qu'on a pas mal à revoir et pas mal de choses intéressantes. Alors ça a été une semaine à double tranchant, ou plutôt une semaine pour Nvidia et moins pour le reste, sauf que il y a cette séance de vendredi avant un long week-end, puisque je rappelle que les US seront fermés lundi, qui remet un petit peu les choses en place. Alors, en gros, on se dit exactement la même chose qu'il y a un mois, c'est-à-dire que il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines, on était sur un Nasdaq qui était revenu sur les plus bas récents, et l'idée c'était que la Fed n'allait pas baisser les taux. Et à chaque fois, si vous voulez, il faut vous dire qu'on est en train de rentrer en fait dans cette dualité-là. Pourquoi on a l'impression que le marché ne sait pas trop où il va, il décide un truc et puis le lendemain il décide autre chose? C'est parce qu'on est entre deux. C'est ce qu'on s'était dit dans les précédentes vidéos, on rentre dans une zone où, si vous voulez, on est obligé d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir des convictions un petit peu plus certaines sur la suite de la macro. Parce que tout va se jouer entre est-ce que l'économie va rester très résiliente? Et auquel cas, on va se dire que la Fed n'a pas besoin de baisser les taux. Est-ce que l'économie va ralentir, mais pas tant que ça? Auquel cas, on le voit un petit peu comme le meilleur des deux mondes, si vous voulez, c'est qu'on conserve de la croissance, donc c'est bon pour les entreprises. On ralentit, mais il faut dire qu'on était dans des niveaux de surchauffe, mais on reste dans une économie qui est en soft landing. Et la Fed va voir le chômage un petit peu remonter, etc., et va baisser les taux. Mais ce qu'on s'était dit déjà il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'est que je vous avais dit, on est en train de rentrer dans le laps de temps où la Fed se piège elle-même, si vous voulez, parce qu'elle ne peut pas baisser les taux maintenant, parce que l'inflation va continuer de baisser, mais vous continuez d'avoir encore des hausses de salaire aujourd'hui qui sont supérieures à l'inflation, donc on retrouve du pouvoir d'achat, on redonne un petit peu de pouvoir d'achat, mais à côté de ça, on a quand même beaucoup moins de dettes des gouvernements. Donc, si vous voulez, tout est en train plus ou moins de se compenser et de se réguler, mais les hausses de salaire arrivent un petit peu en retard. Certains diront que ça va relancer l'inflation. À titre personnel, je pense, si vous voulez, que ce sont les dernières hausses de salaire et qu'ensuite on va dans la régularisation du marché du travail. Et pour moi, si vous voulez, le rebond de l'inflation est un rebond temporaire à ce stade-là. Et on reparlera peut-être en 2025, etc., mais on va rester dans ce train-là. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui bouge tellement lentement que la Fed ne peut pas prendre une décision, parce qu'elle prendrait le risque de perdre de la crédibilité à bouger trop vite et trop tôt. La problématique, c'est qu'au moment, si vous voulez, où elle va devoir bouger, c'est certainement vers la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est les élections américaines. Et elle ne peut pas se permettre, si vous voulez, de baisser les taux juste avant les élections américaines ou juste après, parce que évidemment, il va y avoir levée de bouclier et tout le monde va dire qu'elle est soit à la solde du président juste avant les élections, soit à la solde du nouveau président, ou pas si nouveau que ça, qui prendra la suite. Donc, on est quelque part un petit peu piégé, ce qui fait dire à beaucoup d'intervenants de plus en plus que potentiellement, on n'aura pas de baisse de taux cette année, voire une de 0,25, etc. Ce qui fait dire également qu'en gros, pas de baisse des taux. Si on commence en plus à avoir des statistiques qui nous prouvent que le ralentissement économique est un petit peu plus dur que le soft landing qu'on pouvait anticiper, eh ben c'est ça qui peut faire peur au marché. C'est ça qui peut, si vous voulez voir un élément qui peut gripper le marché, c'est celui-ci. Et c'est de ce dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Et en gros, c'est ce qu'on a vu hier. Résultat exceptionnel de Nvidia, et tout le reste du marché qui s'est cassé la figure assez rapidement, sur la base des minutes de la Fed de mercredi soir, qui déjà avait poussé à la baisse les marchés, dans l'idée qu'on voyait bien que les membres de la Fed n'étaient absolument pas pour baisser les taux. Mais entre-temps, n'oubliez jamais que ces minutes de la Fed, c'est celles sur la réunion d'avant, et entre-temps, on a eu des statistiques un petit peu supplémentaires qui nous démontrent un petit peu l'entre-deux eaux. C'est-à-dire, l'inflation ne remonte pas tant que ça, si vous voulez. Il y a la hausse des salaires, mais ça ne va pas être durable. Les loyers vont venir petit à petit maintenant se réduire, mais ça va prendre du temps, mais ça va être sur cette tangente-là. Et à côté de ça, l'économie
est résiliente, mais le consommateur commence à tirer la langue. Alors, pas tous les consommateurs, mais l'essentiel des consommateurs. Regardez ce qui se passe sur le luxe un petit peu. Et quand on va regarder un petit peu plusieurs éléments du marché comme ça, si on regarde le luxe, on se dit, tiens, le marché commence quand même à anticiper, et pas qu'anticiper, les entreprises le disent elles-mêmes, que ça va être, l'âge d'or est terminé, que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais à côté de ça, on a, si vous voulez, des purs distributeurs qui remontent la pente. Donc on a, si vous voulez, un petit peu tout qui est en train de se jouer actuellement. Pourquoi? Bah, parce qu'on est dans cet entre-deux au niveau de la macro. Et on a besoin d'avancer un petit peu plus dans le temps pour avoir un petit peu plus de conviction sur qu'est-ce qu'on peut jouer sur la suite. C'est typiquement ce qu'on est en train de jouer ici, vous voyez, au niveau des taux, au niveau de l'obligataire américain, vous voyez qu'on est zigzagueux. Parce qu'en plus, là, on se projette sur l'obligataire américain, mais bon, vous avez l'Europe, etc. Donc la BCE, elle, va commencer à baisser ses taux, mais donc on va avoir ce différentiel entre la BCE et la Fed. Et comme je vous ai dit, à un moment donné ou à un autre, le marché voudra prendre des profits et utilisera toujours comme prétexte le fait que potentiellement les taux vont pas baisser et l'économie va avoir un atterrissage peut-être un petit peu plus dur et du coup on va avoir peur de l'effet qui se coule, si vous voulez, contraire que l'effet qui se coule qui motive les marchés depuis le début. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on monte sur une base de on va baisser les taux alors que l'économie va bien et l'économie continue de faire de la croissance. Et à contrario, potentiellement, l'effet qui se coule inverse est donc moins bon, c'est on ne va pas baisser les taux alors que l'économie va ralentir parce qu'il y a un agenda politique qui va bloquer la Fed. Voilà. Donc si à un moment donné on a ça, voilà, c'est ces raisons-là qui feront baisser le marché. Et pour moi, on a des avant-goûts actuellement qui sont rachetés parce que nous l'oublions pas, techniquement le marché reste haussier. Techniquement, il y a toujours énormément de flux, énormément d'argent. Techniquement, vous avez toujours des rachats d'actions. On a terminé la période de résultats. Donc les entreprises peuvent reprendre leur rachat d'actions. Donc n'oubliez pas ça, d'un point de vue flux, d'un point de vue technicité, on reste dans un marché où la demande est supérieure à l'offre. Et on voit tout de suite donc les supports qui continuent d'être achetés. On peut se dire que petit à petit les acheteurs s'usent, mais à ce stade-là, on voit l'argumentaire principal reste toujours la base qui est l'économie va bien, ça ralentit, mais ça reste solide et ça restera solide. Et la Fed est notre copine et elle finira par baisser les taux ou nous faire un petit peu moins de QT, etc. Bref, elle trouvera un moyen de nous supporter s'il le faut. Les gouvernements, comme il y a les élections qui vont arriver, ils vont relâcher un petit peu la pression, ils vont continuer, si vous voulez, de faire plaisir à l'électeur. Donc il faut que le pétrole reste bas. Donc il faut également qu'on légalise peut-être un petit peu plus le cannabis. Bref, qu'on fasse plaisir un petit peu à tout le monde. Donc on en est là aujourd'hui. On est dans cette case où vous avez toujours l'argument principal. Mais petit à petit, vous avez le contre-argument que les taux vont rester plus élevés que ce que l'on croit, plus longtemps que ce que l'on croit, et l'économie peut-être va commencer à chanceler. Voilà, ça, si vous voulez, c'est des petites piqûres de rappel qui font à un moment donné, hop, réaliser le marché, il baisse, et puis c'est encore le narratif dominant qui prend le dessus. Mais petit à petit, il perd de la puissance, le narratif, le second narratif en prend, mais avant, si vous voulez, qu'ils prennent le dessus, évidemment, vous avez compris qu'il faut du temps et il va falloir grignoter au fur et à mesure. Et typiquement, c'est ce que vous avez sur les marchés. Vous avez un marché qui reste dans sa tendance haussière, et puis paf, il se prend une petite baffe, et puis il la rachète. Puis, paf, il en reprend une, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, c'est ça l'usure. C'est comme ça que petit à petit, si vous voulez, on va remettre en cause à un moment donné la tendance haussière, et on va la neutraliser. Mais pour l'instant, il faut voir ces étapes, si vous voulez, comme juste des petits pics à ce stade qui permettent petit à petit à un narratif alternatif de prendre des parts de marché, mais pas encore de dominer. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que vous avez encore la tendance dominante qui arrive à relancer à ce stade-là. Donc pour moi, je vous l'avais dit déjà, mais on rentre dans cette étape-là où on a les narratifs qui vont commencer à se combattre. Au fur et à mesure, on a les stats qui vont leur permettre de plus ou moins grossir. Mais voilà, il faut s'attendre, si vous voulez, à une espèce de volatilité, à un peu plus de zigzag, parce qu'on a les deux narratifs qui se combattent. Et pour moi, l'erreur que font beaucoup d'investisseurs, c'est de penser que c'est soit tout noir, soit tout rose, si vous voulez, soit il y a toujours un narratif prédominant et c'est tout. Non, vous avez les marchés ne sont pas haussiers ou baissiers, vous avez des phases des fois de neutralité ou de neutralisation. C'est les marchés en zigzag, c'est les marchés d'observation, c'est des marchés plus pour traders qu'investisseurs.
Donc voilà. Et ensuite, n'oubliez pas que voilà, ça, c'est sur les indices. Et après, quand vous sortez des indices, il y a toujours des choses qui sont extrêmement intéressantes. On l'a vu avec les petites capes, on l'a vu avec les émergents, etc. Aujourd'hui, je veux dire, il y a encore 3 semaines, tout le monde cassait du sucre sur le dos de la Chine. La Chine, c'est la meilleure perf qu'il y a sur les 2 derniers mois. Donc, n'oubliez pas, voilà, que, voilà, il y a, évidemment, tout le monde ne jure que par Nvidia, tout le monde ne jure que par les US, mais les US sont loin d'être la meilleure performance à ce jour sur l'ensemble des marchés. Nvidia, par contre, l'est. Donc après, il y a le sujet Nvidia, évidemment, mais il y a le sujet GAFAM. Parce que, si vous voulez, si Nvidia fonctionne aussi bien, c'est parce que vous avez les GAFAM et tous les gros qui sont en train d'investir comme des bourrins sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a une énorme demande qui est, si vous voulez, conglomérée sur un espace-temps assez réduit, tellement que Nvidia, à mon avis, bon, j'ai pas lu le détail, mais n'arrive certainement pas à suivre complètement la demande. Il y aura éventuellement de la concurrence, etc., mais on parle d'un marché qui va rester évidemment en croissance. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que qu'est-ce qui peut faire craquer? C'est à un moment donné qu'on prenne peur sur les montants qui sont en jeu. Parce que j'ai pas l'impression que les gens prennent vraiment conscience, mais les montants qui sont en train d'être investis dans l'intelligence artificielle par tous les gros groupes, c'est énorme, et surtout sur un laps de temps très réduit. Donc évidemment, Nvidia, si vous voulez, tout est en train d'exploser, mais ce n'est, si vous voulez, que la conséquence de ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut gripper la machine? C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché se dise, les grosses entreprises sont en train de vraiment dépenser énormément d'argent pour quelque chose qui, certes, va donner quelque chose à plus ou moins longue échéance, mais à court terme, je vais surtout voir, à un moment donné, je vais réaliser qu'il y a surtout beaucoup de capex, beaucoup d'investissements, et pas beaucoup de retours. Alors, est-ce que le marché est capable de se projeter à plus loin? Évidemment, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs phases dans le marché. C'est toujours, dans un premier lieu, quand on valorise tout cela, on valorise une découverte, un truc, un machin, on valorise toujours la projection très long terme. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes que c'est survalorisé, parce qu'eux, ils regardent par rapport à la valorisation, si vous voulez, et au niveau de chiffres, etc., à N plus 1 ou N plus 2 ou N plus 3 max. Et donc, du coup, tout de suite, c'est survalorisé, parce que le marché est en train de valoriser à N plus 10. Ensuite, en règle générale, vous avez le retour à la réalité, qui est de dire que le marché se dit, en fait, j'ai raison dans le fond, je vais certainement arriver à ce que j'ai prévu à N plus 10. Mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc je suis obligé, si vous voulez, de revaloriser et de revenir les pieds sur terre et de revaloriser à ce que c'est aujourd'hui, etc. Donc, pour moi, je l'ai dit dans une autre vidéo, ça ressemble énormément à tout ce que l'on a quand on avait du Internet, à tout ce que l'on a eu en 2014 quand on a fait des biotech. À l'époque, les biotech, si vous voulez, c'était valorisé sur la réussite, alors qu'on était on passait une phase 1 ou une phase 2, et on valorisait directement toutes ces biotech-là, directement à la réussite et à la commercialisation du médicament. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de biotech qui ont même des AMM, etc., qui sont plus du tout valorisées comme elles pouvaient l'être en 2014-2015. Donc, si vous voulez, vous avez toujours des phases, vous avez toujours des cycles et des tendances. Et au début de la tendance, si vous voulez, c'est l'ébullition, parce que tout le monde projette le truc à très long terme et valorise directement les boîtes comme si tout le monde allait réussir et qu'on était déjà à N plus 10. Et après, on revient un petit peu sur Terre, etc. Donc pour moi, on est sur ces éléments-là, et si vous voulez, il n'y a rien à dire. On ne peut pas remettre en cause Internet, on ne peut pas remettre en cause. Tous les gens en 1999 avaient raison sur Internet. Ça allait révolutionner le monde. L'intelligence artificielle, probablement, va révolutionner également le monde et la manière dont on pense le travail, etc. Mais tout ça, ça prend du temps, si vous voulez. Et de la même façon qu'en 2000, on valorisait probablement déjà 2015, voire 2020, après, on est allé bien au-delà, etc. Mais vous avez toujours, à un moment donné, il faut vous attendre à un moment donné à ce qu'il y ait un moment de flottement. Et il faudra s'y attendre qu'à un moment donné, le marché se dise, oula, ces boîtes-là sont en train d'investir énormément d'argent. Est-ce qu'elles l'investissent bien? Est-ce qu'on ne commence pas à prendre peur que, justement, ces colosses sont en train de gaspiller leur... pas de gaspiller nécessairement, si vous voulez, mais sont en train de mal utiliser, de mal employer leur capital, et on va remettre en cause, si vous voulez, et on va avoir peur sur le retour sur investissement. Aujourd'hui, il ne fait pas de doute, si vous voulez, mais à un moment donné ou à un autre, si on doit corriger sur les marchés, ça sera ça le narratif. Ça sera qu'à un moment donné, on se dira, ok,
Oui, l'IA peut devenir quelque chose, mais je commence à avoir mes doutes sur le retour sur investissement et je commence à me dire que mes grosses boîtes, elles sont en train d'investir tellement d'argent que, à un moment donné, ça peut tiquer, ça peut coincer, et si ça fonctionne pas, est-ce que je me mets pas en péril, etc. Donc voilà, ça ce sont les éléments pour moi qui sont importants à regarder, si vous voulez, mais voilà, c'est juste en hypothèse de travail et en préparation. Parce que au moment, si vous voulez, où les marchés baissent, etc., il ne faut pas être pris au dépourvu et il faut savoir déjà pourquoi le marché peut penser ça. Parce que c'est important derrière pour pas se dire le marché est stupide, donc j'accumule comme un gros bourrin, parce que ça va forcément remonter. Voilà, c'est les moments où justement il faut savoir avoir le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce que le marché est en train de valoriser dorénavant, qu'est-ce qu'il a envie de valoriser et pour combien de temps il va avoir envie de le valoriser comme ça. C'est là où l'analyse graphique peut être utile justement pour éviter de se faire des nœuds à la tête. Donc vous l'avez compris, si vous voulez, on est dans une neutralité. Parce qu'on a tout un tas de narratifs qui sont sur le coin de la table, si vous voulez. On en a un dominant, et puis petit à petit, on en a des alternatifs qui sont en train de grignoter, mais on a besoin de temps. Et pour moi, voilà, on rentre dans cette période, bon, c'est l'été, et on est en train de rentrer dans cette période où je pense qu'il va falloir accepter d'avoir cette dualité et de vivre un petit peu un coup le marché, il monte parce qu'il croit au narratif 1, et un coup il baisse parce qu'il croit au narratif 2. Euh, et au niveau de notre obligataire, ce que j'attends, moi, c'est qu'on a une belle congestion ici. Si vous voulez vraiment une détente sur les marchés et qu'on continue et qu'on va chercher 20 000 sur le Nasdaq, etc., on a besoin de casser par le haut. Mais là où il faut faire très attention, c'est comme pour les statistiques économiques. Il faut qu'elles se dégradent, mais pas trop. Si elles se dégradent, si vous voulez, ça veut dire que c'est bon, la Fed va baisser les taux et l'économie reste stable, donc on a le meilleur des mondes. Si elles se dégradent trop, ça veut dire que la Fed va baisser les taux éventuellement, mais pas assez, et ça se dégrade trop, je recommence à reparler récession, et je commence à me faire du souci pour mon consommateur, et je commence à me dire que la Fed a trop attendu, à lui casser du sucre sur le dos, et à dire qu'elle n'a pas baissé les taux assez vite, elle ne va pas les baisser assez vite, et vous avez le narratif inverse. Et ça peut se faire assez rapidement, d'accord? Donc là, ce que l'on regarde, ce stade-là, pour moi, c'est l'obligataire. N'oubliez pas qu'à un moment donné, si les taux se libèrent aussi, ça voudra, et de manière trop rapide, ça voudra aussi dire que l'obligataire est en train de récupérer des flux par rapport aux actions parce qu'on est en train de s'inquiéter justement sur un ralentissement économique trop fort. Donc c'est là où je vous redis, oui, c'est bien si les taux baissent, mais il ne faut pas qu'ils baissent trop vite. Donc c'est bien en effet si les statistiques économiques commencent à être plus mauvaises, mais il ne faut pas qu'elles soient trop mauvaises non plus trop rapidement. Vous avez compris? C'est là-dessus aussi que le marché va jouer son narratif. Si on va regarder maintenant du côté du pétrole, pour l'instant, Biden contrôle bien l'affaire, et donc on est là aussi dans une énorme neutralisation. Entre 75 et 100 dollars, c'est neutre. Et on ne revient pas sur le haut de la figure tant qu'on ne redépasse pas au minimum les 86-87 dollars. Donc on a besoin de repasser les 86-87 pour se remettre dans le haut de la figure et pour se redire, oh mon Dieu, on va recasser par le haut, venir chercher les 100 dollars, et là, ça mettra 5 balles de plus dans le jukebox récession. Euh, CAC 40. CAC 40, donc on a bloqué en mode double top sur la zone des 8250 points. Ok, on va chercher à ce stade-là l'ancienne oblique de résistance. On a rebondi dessus, mais on sent que c'est dur, hein. Donc on est dans une tendance haussière, si vous voulez, mais dans une neutralisation de court terme. C'est-à-dire qu'entre 7009 et 8230, on est dans cette neutralisation. Et on va mettre la médiane à 8100. En dessous des 8100, on est dans le bas de la figure, donc on peut naviguer comme ça. Ce n'est que si on casse par le bas qu'on ira chercher les 7007 dont je vous parle, qui reste pour moi le niveau un petit peu plus pivot, on va dire moyen terme. Mais on n'est pas obligé d'y aller en one shot, si vous voulez. Vous voyez, on peut jouer au crabe pendant longtemps. Et en fait, jouer au crabes et au zigzag, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire batailler entre les narratifs, jouer la dualité. Donc on est en plein là-dedans et on le ressent également dans le graphique. On est dans un marché, voilà, qui va peut-être se chercher un petit peu avant de se décider à nouveau. Mais la tendance de fond reste haussière, ne l'omettons pas. Au niveau de notre Nasdaq, on va trouver la même idée. C'est-à-dire que hier, on a joué un petit peu à se faire peur, il y avait Nvidia qui sont sortis, mais tout le reste, si vous voulez, plongé en mode narratif 2.
Et là, aujourd'hui, si vous voulez, quelques statistiques sur le consommateur et sur le chômage qui nous font dire que bon, on commence à avoir moins le moral, l'emploi commence bien à se régulariser, etc. Bref, on reprend un petit peu espoir et donc on reprend la base. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez? Vous le voyez que le narratif 2, quand il vient impacter, ce n'est que pour faire une petite consolidation à l'intérieur d'une tendance haussière de fond du narratif 1, qui est encore bien prédominant. Il faudrait, vous le voyez, repasser en dessous de cette zone des 18 000, j'arrondis, pour qu'on se dise ouais, mon narratif 1, il commence un petit peu à en prendre sur le coin de la figure. À ce stade-là, je veux dire, les petites consos comme ça, c'est des consos techniques plus qu'autre chose. Ok, alors ça fait un petit peu peur parce que hier on regarde le marché, on a l'impression va que dans un sens, si ce n'est Nvidia, mais graphiquement parlant, prenez le recul, on vient de gagner quasiment 2000 points en ligne droite, il faut s'attendre à ce type de volatilité. Et éventuellement, à un moment donné ou à un autre, on reviendra chercher les 18 100, 18 000, mais ça reste la médiane qui, au-dessus de ce niveau-là, reste le pivot, et au-dessus de ce niveau-là, la tendance reste haussière. Ok, donc vous pouvez retrouver de la volatilité, on peut construire éventuellement, ouais, ça peut être ça, notre été également sur le Nasdaq, mais à ce stade-là, c'est haussier point barre. Et si le Nasdaq a envie d'aller chercher 19 000 points, voire 20 000 points, pour l'instant, c'est dans ses cordes. Il est graphiquement dans les dispositions pour. Si on commence à casser cette petite oblique ici et qu'on commence un petit peu plus à ramer, bon, ben, on parlera de neutralisation comme on peut commencer à parler sur le CAC 40. Mais à ce stade, on est haussier point barre. Donc je ne joue pas aux devinettes de où est le point haut. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout quel est le support à partir du moment que je vais casser, qui va changer la donne et qui va changer un petit peu l'ordre de grandeur et l'ordre de force de mes narratifs 1 et 2. C'est ça pour moi qui est le plus important. Et donc l'or et l'argent, c'est exactement lié à ça. On a l'or, si vous voulez, qui a pris une toupie. Et ça, c'est là où je trouve très intéressant, parce que vous voyez que l'or et l'argent prennent, à un moment donné, une bonne conso. C'est au prorata également de la hausse. Hein. On voit bien le rattrapage. Il y a eu 6 $ de hausse sur le silver. Bon, il peut en redonner 3, c'est 50% de retracement. Ça ne change rien au Schmilblick que la tendance reste très haussière. L'or, c'est la même chose. Ça ne change rien au Schmilblick, ça reste très haussier. Maintenant, vous devez bien comprendre une chose, si vous voulez, c'est toujours pareil. Tout le monde pense encore que l'or, ça protège de l'inflation. Mais attention, l'or, ça protège aussi de la dévaluation des monnaies qui est impactée par le surplus de dette. N'oublions pas qu'au niveau des Américains, et c'est ça qui peut poser des problèmes également à la remontée, même si vous avez une baisse des taux, à la remontée du prix des obligations, c'est ça qui peut bloquer un petit peu, c'est que l'État américain doit mettre sur le marché des quantités astronomiques de dettes. Alors, s'il n'y a pas preneur, ça sera lui le repreneur, hein, ça sera in fine les Américains. Donc il n'y a pas de problématique de on va réussir à placer la dette ou pas, ok? Donc le dollar, on peut imprimer du dollar, on peut refaire du QE, etc. Ok? Donc pour moi, voilà, il faut arrêter à penser que ça y est, ça sera la mort, etc. Non, la Fed reprendra son travail de basse besogne, et c'est ce que je vous dis depuis très longtemps. Tout le monde regarde le travail de la Fed sur les taux, mais le plus important, c'est le quantitative tightening. Donc déjà, le fait qu'on le relâche, et potentiellement plus tard, qu'on fait du quantitative easing, parce qu'on a une problématique de dette et qu'on doit maîtriser la hausse des taux longs, la hausse des taux long terme, parce que le marché commence à s'inquiéter de l'incapacité de l'État à pouvoir placer sa dette. Mais à ce moment-là, il arrivera en chevalier blanc et dira « je rachète ma propre dette et je fais du quantitative easing à nouveau ». Et ça, on sera reparti, rebolote si vous voulez, pour ce qu'on appelle la plomberie financière. Mais je vais éviter de rentrer dans le détail, on en reparlera quand ça sera le moment d'en reparler, parce que c'est toujours la même chose depuis des années, beaucoup de personnes voilà, mélangent un petit peu tout. Mais voilà, donc bien comprendre aujourd'hui, si vous voulez, que l'or monte pour une question de contrepartie vis-à-vis de la monnaie. Donc c'est pas qu'une raison seulement de protection contre l'inflation, etc., c'est un petit peu lié aussi, c'est aussi bien comprendre, si vous voulez, que plus les États s'endettent, et plus on a peur. Mais plus, quelque part, si vous voulez, on réduit la capacité et la volonté de l'État de s'endetter, et plus on a moins besoin, si vous voulez, de l'or en protection. Donc là, pour moi, c'est le même élément, si vous voulez. C'est avant tout quelque chose de technique. On reste dans des configurations qui sont très haussières.
C'est reste des marchés de matières premières qui sont très volatiles pour moi, que je trouve toujours très compliqués, à trader, à moins de les trader vraiment sur du long terme, hein. Donc il faut accepter qu'il y a cette volatilité-là. Surtout que c'est des marchés, heu, où l'offre et la demande, si vous voulez, c'est un petit peu plus compliqué que sur une action. Vous avez des gros joueurs et vous n'avez pas, si vous voulez, ça suit pas trop le graphique à ces niveaux-là. S'ils ont envie de larguer un gros coup et ben, votre support, il tiendra pas. OK? Donc ça me fait penser à une anecdote, je sais plus, qui c'est qui disait ça, mais c'était dans les années 70 quand c'était le début, enfin le début, c'était pas le début de l'analyse technique, mais si vous voulez, c'était le début où vous commenciez à avoir des analyses techniques qui rentraient dans les gestionnaires de fonds, et cetera. Alors ça aussi, tout le monde pense que ça n'existe pas, c'est une hérésie, mais c'était, le mec rendait sa copie, son analyse, il disait, là, à 10, c'est un gros support. Et le patron du fonds, il disait, bah, attends, tu vas voir ton gros support. Et il vendait une grosse tartine d'actions, et puis le support, il pétait. Donc c'est juste histoire de vous dire, voilà, c'est pas parce que vous avez un support, à un moment donné, il faut se connaître également il faut connaître un petit peu l'instrument sur lequel on investit et bien comprendre qui c'est qu'on a en face. Si on a quelque chose, si vous voulez, où le flottant est très réduit, il faut faire très attention et être beaucoup plus large dans son analyse technique, dans son analyse graphique, et pas être au point près, si vous voulez. Vous devez parler vraiment en zone. Et d'ordre général, je vous suggère plutôt de parler en zone. Mais donc, sachez sur quoi vous investissez. Quand on est sur des trucs qui sont très liquides, etc., et on a un petit peu de tout le monde en termes de taille de poisson dessus, bon, ça va marcher, ça va fonctionner beaucoup plus facilement. Mais quand on est sur des trucs où voilà, on est un petit poisson parmi les très gros, il faut éviter d'avoir des convictions parce que le support au point près va tenir. Bon, il faut faire un petit peu plus attention à ça. Néanmoins, ça marche très bien, hein, mais voilà, il faut, je pense, savoir raison garder et éviter les analyses, si vous voulez, au point près. Et ce qui va, pour moi, clôturer la vidéo et rester le plus important, c'est l'euro-dollar. Parce que pour moi, également, ce qui va aider les États-Unis, et un petit peu nous et les émergents aussi, c'est que pour gérer un petit peu leur problématique de dette, ça serait bien de faire baisser un petit peu le dollar. Ça les arrangerait bien aussi, si vous voulez. Ça arrangerait bien aussi les pays émergents et ça arrangerait bien la compétition avec la Chine. N'oubliez pas que la Chine également essaye de prêter son yuan à plusieurs pays, notamment africains ou émergents, qui ont des problématiques financières, de manière ensuite, si vous voulez, à les aider, à les bloquer et à faire du yuan quelque chose d'un peu plus indispensable. Et in fine, s'ils ne peuvent pas rembourser, d'avoir des échanges avec des terres, des mines, etc. Bref, le nerf de la guerre des monnaies, la guerre des ressources. Et quelque part, on est dans ce duopole également. À partir de ce moment-là, il y a l'euro également qui vient jouer son rôle. Mais pour moi, quelque chose de plus terre à terre, c'est qu'on reste dans une configuration de congestion actuellement, de neutralisation, vous voyez, qui dure déjà depuis une année. Et on est en train de sortir par le haut ici, ce qui nous permettrait de revenir attaquer les 1,12, donc une faiblesse du dollar, qui serait bonne pour les marchés émergents, et j'inclus l'Europe là-dessus. Et donc un peu plus de flux également sur l'Europe. Ne pas oublier que la baisse des taux commence également pour pas mal de banques centrales, et qu'on a pas mal de flux depuis 15 ans qui sont allés se surconcentrer sur les US, qui peuvent être tentés un peu de revenir à la maison. Et vous voyez ce que ça peut faire également sur le Japon, c'est-à-dire qu'on est tellement sur des marchés concentrés qui n'ont fait la même chose que ces 15 dernières années, qu'il suffit d'un petit peu de flux qui reviennent à la maison pour avoir tout de suite des très belles performances. Et donc ça, pour moi, il ne faut pas le négliger, et c'est pour ça que je ne négligerai pas le marché européen, loin de là. Il performe très bien, mais il peut encore mieux performer. Et une des causes, ça serait justement qu'on arrive là à mettre une poussée supplémentaire sur l'euro. En tout cas, c'est le scénario que je reste. Par contre, évidemment, si on commence à avoir peur d'une récession, si on commence même à reparler d'une inflation de second tour, j'y crois pas, mais attends, ça sera donné également par le dollar. C'est-à-dire à partir du moment où le dollar redevient fort, c'est que vous avez une problématique dans le monde, c'est qu'il va falloir faire beaucoup plus attention sur le marché action. Okay, mais à ce stade-là, voilà, et on reste dans ce marché hétérogène, c'est-à-dire que ici, j'aurais tendance à préférer des valeurs qui sont plus cycliques, des valeurs qui sont plus émergentes, européennes, value, que la croissance. Ok? Et là, si on fait quelque chose comme ça, c'est rien.
C'est de l'obligataire. Je revais chercher de l'obligataire globalement. Ok, bon, c'est un petit peu schématique, bien entendu, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça, et c'est pas une donnée, si vous voulez, qui vous donne tout, mais pour moi, c'est le gros, et c'est pour simplifier au maximum, évidemment, dans ces vidéos, pour parler au plus grand nombre, et pour éviter de rentrer dans les détails. Mais après, évidemment, on peut pinailler sur un certain nombre de points. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end. Je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, également sur vos réseaux sociaux, si vous pensez que ça peut aider vos amis ou vos amis investisseurs. Et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'apprécie toujours, en tout cas, les lire. Et on se retrouve pour la partie 2, la partie action. Salut les graphes.